Nous poursuivons cet enseignement sur la bioéthique. Je vous rappelle que la bioéthique, c'est cette discipline qui étudie les questions morales qui sont soulevées par les pratiques médicales nouvelles, et en particulier les pratiques médicales qui impliquent la manipulation d'êtres vivants. C'est cela la bioéthique. Et nous avons dit que si ce sujet était plus que jamais d'une actualité essentielle, c'est parce que nous atteignons cette frontière dont les progrès de la science ne cessaient de nous rapprocher peu à peu. Et cette frontière, nous l'avions appelée la dernière fois la frontière du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est ce mouvement essentiellement intellectuel et puis peu à peu devenu culturel aux États-Unis spécialement. Mouvement intellectuel qui veut absolument dépasser les limites biologiques et les limites morales, bien sûr, de la nature humaine par les progrès technologiques, et qui, de fait, y est parvenu en réalité. L'individu est désormais enfin émancipé de toutes ces limites imposées par l'obscurantisme moral et religieux, et l'individu peut enfin désormais modeler sa vie et celle des autres à la mesure de ses idées, à la mesure de son désir. Et la fin logique, c'est que l'homme, par son pouvoir technique, eh bien, se débarrasse désormais de sa nature qui n'existe pas, ou pour ceux qui y croyaient, qui n'existe plus. Et le but est de vivre, bien sûr, sans contrainte, et surtout sans Dieu et sans l'Église, sans aucune morale, même simplement naturelle, sans aucun autre modèle moral que cette nouvelle morale, la morale de la nouvelle religion laïque et obligatoire, cette morale où il est permis de tuer l'être humain dès qu'il est conçu. C'est ce que nous avons commencé à voir la dernière fois, lorsque nous avons parlé des questions du diagnostic anténatal et aussi des interventions sur l'embryon humain, c'est-à-dire la thérapie génique. Nous avons dit que se mettait en place un eugénisme d'État. L'eugénisme, vous savez, c'est cette théorie qui cherche à opérer une sélection sur les êtres humains à partir des connaissances de la génétique, des lois de la génétique. Et cet eugénisme d'État, tout ceci bien sûr n'est pas des interprétations, ce sont simplement les faits qui, associés les uns aux autres, nous amènent à trouver des conclusions tout à fait naturelles, des conclusions qui ne partent pas de préjugés, des conclusions qui sont une sorte de raisonnement inductif. On part des faits et on en induit ce qui en découle. C'est lié simplement donc aux lois de l'observation. Je n'ai pas là de faire un procès d'intention, ce sont simplement des choses tout à fait évidentes qui s'enchaînent les unes avec les autres. Cet eugénisme d'État qui obéit en réalité à une horrible logique économique dans nos sociétés où la démographie est au plus bas et où par conséquent le coût de la santé devient de plus en plus insupportable. Eh bien, le handicap devient un fléau. Nous le verrons lorsque nous parlerons des lois de la fin de vie, donc l'euthanasie, que l'on préfère qualifier de fin de vie. Le mot, certainement, euthanasie, est un mot qui finit mal. Cette phrase est du professeur Lejeune, je ne sais pas si vous la connaissiez. L'euthanasie est un mot qui finit mal, parce qu'à la fin, il y a nazi. Et voilà pourquoi le professeur Lejeune, avec son esprit bien connu, l'avait qualifié ainsi.
Donc ce handicap que l'on trouve au tout début de la vie, chez les enfants qui ont une anomalie, quelle qu'elle soit, une anomalie génétique par exemple, ou que l'on trouve chez les personnes âgées en fin de vie. Donc ce handicap, eh bien, parce que ces individus ne sont pas productifs, et de plus parce qu'il coûte cher, le handicap est quelque chose que la société ne doit plus prendre en charge. Et par conséquent, ces individus-là, il faut les éliminer, ou bien faire en sorte qu'ils n'existent pas, qu'ils ne naissent pas. Nous en sommes là, c'est l'objectif du diagnostic prénatal que nous avons vu la dernière fois. Le diagnostic prénatal dont nous avons longuement parlé, et c'est aussi donc la même chose avec le diagnostic pré-implantatoire. Nous en parlerons la prochaine fois lorsque nous parlerons plus en avant de la procréation médicalement assistée. Et il est tout à fait certain que dans un avenir qui n'est pas lointain, la procréation en laboratoire sera progressivement proposée aux couples pour éviter tout risque d'enfants malades ou handicapés. Et à l'autre bout de la vie, cette logique horrible voudra que le vieillissement de la population soit encadré par l'euthanasie et le suicide assisté, comme c'est déjà le cas dans des pays frontaliers du nôtre. Alors, devant cette situation, et presque seule, l'Église catholique oppose sa doctrine que nous avons rappelée en donnant les principales références du magistère, deux essentiellement, qu'il faut toujours avoir bien près de nous. L'instruction Donum Vitae de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1987, nous en avions parlé, et puis l'autre texte majeur est celui de Benoît XVI en 2008, avec donc ce texte qui s'appelle Dignitatis Personae. Donc nous en reparlerons bien sûr. L'Église affirme devant cette tempête qui semble tout emporter, y compris les consciences, eh bien, l'Église rappelle que la vie de tout être humain doit être absolument respectée, parce que l'homme sur terre est l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même. Et aussi parce que, nous avions rappelé ce point qui est fondamental, l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Vous vous rappelez de cette phrase décisive qui est extraite de l'encyclique Humani Generis de Pie XII, pour le magistère et d'une manière définitive, affirme donc que l'âme est infusée immédiatement, dès l'instant de la fécondation. Il n'y a donc pas d'animation retardée, comme il y a plusieurs siècles, beaucoup avaient pu l'affirmer en raison de connaissances scientifiques qui évidemment, étaient extrêmement parcellaires. Il est donc clair, le magistère l'affirme et de manière définitive, et nul ne pourra revenir là-dessus, que l'âme de chaque être humain est infusée à l'instant même de la fécondation. Et par conséquent, cet être nouvellement constitué est un être humain à part entière. Il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit d'un ensemble de tissus dans lesquels donc aucune âme n'existe au premier temps de son développement. Eh bien ceci est faux et définitivement faux. Dieu seul est le maître de la vie, de son commencement à sa fin, et personne, en aucune circonstance, personne ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire un être humain innocent. Nous avions donc, dans notre première conférence de bioéthique, nous avions commencé à parler de ce sujet, du respect de l'embryon humain, et donc nous l'avions
abordée par ces deux premiers points que nous avons cités tout à l'heure. Le diagnostic anténatal, avec l'eugénisme qui en est corrélatif, et puis la thérapie génique germinale, c'est-à-dire la correction de certaines anomalies génétiques, ce qui bien sûr peut avoir un intérêt thérapeutique tout à fait certain, mais en même temps, hélas, donc bien sûr, selon la manière dont cette thérapie génique sera utilisée, il est bien évident que l'eugénisme en est la déviation immédiate. Alors, le dernier point que je souhaitais aborder dans ce chapitre concernant le respect des embryons humains est le sujet des cellules souches. C'est un sujet qui est très peu connu, mais vous allez voir qui est particulièrement intéressant et qui, en plus, a pour nous des intérêts pratiques et concrets, spécialement dans les toutes prochaines années, des intérêts donc tout à fait importants. Et il faut donc avoir ces notions si l'on veut essayer d'y voir clair sur cette question des cellules souches. Qu'est-ce qu'une cellule souche? Une cellule souche, c'est une cellule indifférenciée. Indifférenciée, c'est-à-dire une cellule capable de se différencier en types cellulaires multiples. Vous savez que si dans toute cellule, il y a bien sûr des éléments communs, naturellement, à toute cellule, il y a aussi des différences selon l'appartenance de ces cellules à un tissu. Le tissu du myocarde, par exemple, les cellules du tissu myocardique sont très différentes des cellules neurologiques, par exemple, des cellules du cerveau, des cellules de la moelle épinière. Une cellule cutanée, une cellule de la peau, et bien sûr donc aussi tout à fait différente d'une cellule d'un organe, par exemple les cellules hépatiques, vous voyez. Donc les cellules souches sont des cellules qui ne sont pas différenciées dans un tissu particulier, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, vous voyez, donc leur vocation définitive. Elles n'ont pas encore leur destination, les caractéristiques de leur destination finale lorsqu'elles se trouvent dans un tissu. Et une cellule souche, donc, est une cellule qui est capable de s'auto-renouveler et qui est capable de se différencier en d'autres types cellulaires selon le tissu auquel elles vont être affectées. Et ces cellules souches, point important, sont soit issues de l'embryon humain, soit du fœtus, soit de certains tissus adultes, c'est-à-dire des cellules somatiques de l'adulte dans lesquelles il persiste, nous en parlerons dans quelques instants, dans lesquelles il persiste des cellules souches. Vous voyez? Alors, bien évidemment, vous comprenez que grâce à leurs propriétés, c'est-à-dire cette capacité extraordinaire de se différencier dans des cellules d'un tissu différent, d'un tissu nouveau, il est évident que grâce à ces propriétés, les cellules souches peuvent servir à régénérer ou même à recréer des tissus détruits. Et ceci, c'est ce que l'on appelle la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire, c'est utiliser des cellules souches, faire en sorte que ces cellules souches puissent se différencier dans le tissu que l'on veut soigner, de manière à remplacer un tissu devenu soit dégénératif, soit donc tout simplement détruit, nécrosé. Par exemple, dans l'infarctus du myocarde, une partie du muscle cardiaque est détruite, nécrosée, parce que la circulation coronaire qui l'irrigue normalement est venue à s'interrompre à un endroit ou à un autre. Il s'agit là donc de tissu détruit. Dans d'autres cas, le tissu n'est pas détruit, mais il est dégénératif. C'est le cas de nombreuses maladies neurologiques. Vous voyez, par exemple, la maladie de Parkinson
C'est une dégénérescence des noyaux gris centraux, de structures donc du cerveau qui ont un certain nombre de fonctions et dont l'altération, la dégénérescence, conduit à la maladie de Parkinson. Il y a aussi, toujours dans le tissu nerveux, il y a aussi la sclérose en plaques, qui est une dégénérescence de la gaine de myéline, c'est-à-dire de la substance blanche qui entoure les nerfs, qui entoure la fibre nerveuse elle-même. La maladie d'Alzheimer aussi, bien que beaucoup plus complexe, parce que ça touche les cellules du lobe frontal, donc les cellules de la pensée. Mais la maladie d'Alzheimer est aussi une maladie dégénérative. Nous allons, au fur et à mesure de ces quelques minutes, citer d'autres exemples qui vous permettront de comprendre tout le champ possible à la thérapie cellulaire. Alors, revenons quelques instants sur les caractéristiques des cellules souches, parce que toutes les cellules souches ne disposent pas du même potentiel de différenciation. Il y a entre elles des différences. Je vais vous citer juste quelques noms un peu techniques, mais tout simplement parce que ces noms ne sont pas si compliqués, et ensuite vous pourrez les trouver dans les articles de vulgarisation qui, de plus en plus sur cette question, paraissent dans les journaux ou dans les moyens d'information. Alors, il existe des cellules souches, si on essaye de les classer selon leur potentiel de différenciation, eh bien, il existe 4 types de cellules souches. Je vous donne juste les noms, parce que ceci a de l'importance pour la compréhension de la question. Il existe des cellules souches unipotentes, c'est-à-dire en mesure de fournir un seul type cellulaire. Là, la cellule souche unipotente ne peut se différencier qu'en un seul type de cellule tissulaire, un seul type de tissu. Par exemple, le foie, par exemple, le cerveau, par exemple, le cœur. Elle ne pourra pas devenir autre chose que ce tissu-là. On les utilise donc actuellement très peu, les cellules souches unipotentes. Ensuite, il existe des cellules souches qu'on appelle multipotentes. Ces cellules peuvent être soit en provenance du fœtus, ce sont donc les cellules fœtales, soit de l'adulte. Et ces cellules multipotentes sont capables de donner naissance à plusieurs types cellulaires. C'est pas facile, pas difficile à comprendre. Unipotentes, multipotentes. Les cellules actuellement les plus élaborées et celles qui sont maintenant presque exclusivement soit utilisées, je vais vous en parler, soit étudiées dans les laboratoires spécialisés, sont les deux suivantes. Les cellules souches que l'on appelle pluripotentes. Il est important de savoir que ces cellules souches pluripotentes, lorsqu'elles viennent de l'embryon, viennent d'un embryon de 5 à 7 jours. On va y revenir, bien sûr, ça a une importance naturellement très grande concernant la moralité de l'opération. Les cellules souches pluripotentes peuvent venir soit de cellules souches embryonnaires, des embryons de 5 à 7 jours, soit à des cellules souches adultes. Et il faut absolument que vous reteniez le nom de ces cellules souches adultes, parce que c'est ce nom-là, en abréviation, que vous verrez dans les articles médicaux. On les appelle donc des cellules IPS. IPS veut dire des cellules pluripotentes induites, c'est-à-dire des cellules souches qui viennent de l'adulte et qui donc ne posent guère de problèmes moraux, qui viennent de l'adulte et qui peuvent être transformées pour donner naissance à plus de 200 types cellulaires, ce qui est considérable. 200 types cellulaires, c'est donc représentatif de tous les tissus de l'organisme quasiment, avec leurs variations et leurs particularités.
Donc, ces cellules souches pluripotentes. Cellules souches qui proviennent soit d'un embryon de 5 à 7 jours, soit d'un adulte, de tissus de l'adulte, qu'on appelle donc des tissus somatiques, ou encore donc des tissus mésenchymateux. Il y a plusieurs tissus de l'adulte qui peuvent donner lieu à ces cellules souches IPS, par exemple le tissu adipeux, c'est-à-dire le tissu graisseux, le tissu de la moelle osseuse, certains tissus conjonctifs aussi, le tissu des cartilages, le tissu des os. Vous voyez, tout ça est tout à fait intéressant parce que, eh bien, il existe aussi chez l'adulte des cellules souches que l'on peut prélever sans difficulté morale et sans difficulté technique et qui, par leur très haut pouvoir de différenciation, peuvent avoir des applications très nombreuses. Nous allons y revenir. Enfin, dernier type de cellules souches, actuellement les plus étudiées, que l'on a appelé des cellules souches totipotentes, qui, elles, sont issues de la première division de l'œuf fécondé. Vous voyez ? Donc ce sont des cellules qui sont présentes dans l'embryon avant le 4e jour. Donc vous voyez, au stade vraiment initial des premières divisions cellulaires de l'embryon. Voilà donc ces différentes catégories de cellules souches, et actuellement, bien sûr, celles qui se développent le plus sont les deux dernières, parce qu'elles ont, les cellules souches multipotentes et totipotentes, elles ont un tel potentiel de différenciation qu'elles ont un champ d'application extrêmement varié, et donc des possibilités d'être utilisées par différentes spécialités médicales. Nous allons en parler. Le but de ces recherches qui se poursuivent avec une grande intensité dans tous les pays occidentaux, le but de ces recherches est d'obtenir évidemment des cellules thérapeutiques, c'est-à-dire des cellules qui pourront traiter un certain nombre d'affections aujourd'hui considérées comme au-delà de toute ressource thérapeutique, ou du moins très peu modifiées par les médicaments que l'on peut actuellement avoir à notre possession. Et ceci s'appelle donc la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire, c'est une nouvelle branche finalement de la médecine, une nouvelle branche en tout cas de la thérapeutique, qui, à partir de cellules souches, en raison de leur capacité de s'auto-renouveler indéfiniment et aussi de se différencier en de très nombreux types cellulaires pour tous les tissus de l'organisme, et en particulier les tissus malades, eh bien, toutes ces cellules donc, ont bien sûr un champ d'application très large, et le vocable choisi pour définir ce nouvel aspect de la thérapeutique, c'est la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire, c'est donc l'application de cellules souches à un certain nombre de pathologies considérées aujourd'hui comme extrêmement difficiles à soigner. L'une des applications qui est déjà en cours en réalité, c'est l'application pour la DMLA, la dégénérescence maculaire, c'est-à-dire donc cette maladie donc, de l'œil qui survient à un âge avancé, qui est une maladie dégénérative et qui, si elle n'est pas prise immédiatement, et c'est très difficile en réalité de la prendre très tôt parce que les motifs de consultation ne sont pas toujours bien repérés par les patients, à défaut d'être prise très tôt, la dégénérescence maculaire conduit à la cécité. Donc c'est une affection qui, compte tenu de l'avancée en âge d'une grande partie de la population, devient bien sûr de plus en plus fréquente.
Donc c'est une dégénérescence de la rétine. Et les cellules souches, bien évidemment, sont choisies pour se différencier dans des cellules normales alors de la rétine. L'objectif est de remplacer les cellules de la rétine dégénératives et donc devenues peu à peu inopérantes par des cellules toutes neuves en quelque sorte, des cellules souches devenues des cellules rétiniennes toutes neuves et qui recouvrent bien sûr toute la propriété des cellules rétiniennes. Donc c'est évidemment une thérapie qui ici est sur le plan strict des résultats est bien sûr assez emballante. L'autre avantage des cellules souches d'origine embryonnaire par rapport aux cellules souches d'origine adulte, c'est que les cellules souches d'origine embryonnaire sont très peu immunogènes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elles déclenchent très peu et parfois pas du tout de réaction immunitaire. Vous savez que lorsque l'on fait pénétrer à l'intérieur de l'organisme une structure étrangère, même s'il s'agit de tissus vivants, l'organisme développe un certain nombre de réactions immunitaires pour éliminer, en quelque sorte, cet élément étranger qui est présent. C'est ce qui se passe avec les greffes. Donc, lorsque nous parlerons très bientôt des dons d'organes, je vous reparlerai de cet aspect de la question, mais sachez qu'avec les cellules souches, évidemment, la question est aussi présente, puisqu'il s'agit de cellules souches. Donc, lorsque du moins elles viennent des embryons, il s'agit de cellules souches étrangères. Et les cellules souches embryonnaires sont beaucoup moins immunogènes que les cellules souches adultes. Je vais, pour essayer de vous montrer le champ d'application de ces techniques, vous donner 2 ou 3 exemples de ce qui se fait actuellement. J'ai pris ici quelques exemples donc, de ces derniers mois, donc l'actualité la plus proche, au moins en tout cas au niveau donc, des structures qui communiquent sur la question, parce que dans beaucoup de laboratoires, naturellement, il n'y a aucune communication sur ces questions. Et si un certain nombre de structures, de sociétés communiquent sur ces questions, c'est certainement pour lancer un certain nombre de ballons d'essai pour voir s'il y a des résistances dans ce qu'on appelle les milieux religieux, les milieux moraux, ou résistance en termes de loi, en termes législatifs. Il y a quelques mois, c'était l'été dernier, une société de biotechnologie américaine qui s'appelle Ogata Therapeutics, je trouve ça sur Internet aussi certainement, donc, eh bien, a communiqué pour dire que depuis plusieurs mois, elle utilisait avec un grand succès ces cellules souches embryonnaires, dit-elle, embryonnaires, pour lutter contre la DMLA, pour lutter contre la dégénérescence maculaire. Donc, cellules souches embryonnaires qui sont différenciées en cellules épithéliales de la rétine. Et l'article est un article médical, hein, bien sûr, même s'il était assez vulgarisé. Il décrivait tout à fait la manière dont ils avaient opéré et les résultats obtenus qui paraissaient, dans ce domaine en tout cas, plus qu'encourageants. Il y a eu également donc, une communication qui est plus rare, parce qu'en général l'hôpital Pompidou est très discret, mais il y a eu néanmoins, donc, au mois de septembre dernier, une communication d'une équipe de l'hôpital européen Georges Pompidou, une équipe donc, de l'unité de l'INSERM, qui a communiqué dans le domaine de la cardiologie. Et elle indique qu'elle venait de pratiquer une greffe de cellules cardiaques dérivées des cellules souches embryonnaires humaines chez une femme atteinte d'insuffisance cardiaque sévère, avec, disait l'article, un état de santé qui s'est depuis nettement amélioré. L'insuffisance cardiaque, c'est lorsque le muscle cardiaque, pour différentes raisons, n'est plus fonctionnel, lorsque la fonction cardiaque est considérablement altérée. Il y a alors une insuffisance cardiaque qui, selon le degré, selon la rapidité d'évolution, conduit bien sûr donc, au décès, sauf si
la seule chance pour ces patients actuellement, c'est la possibilité d'une greffe cardiaque. Mais c'est un petit peu compliqué, nous en parlerons lorsque nous parlerons des greffes d'organes. En tout cas, donc, il s'agit là, vous voyez, donc, d'une voie thérapeutique tout à fait nouvelle et dans lesquelles, bien sûr, donc, se sont embrayés à la suite de cette communication. Il y a eu donc un grand nombre de communiqués de par le monde pour féliciter l'équipe de l'hôpital Pompidou, non seulement donc, pour sa performance technique, mais aussi pour avoir eu le courage de communiquer sur cette question, alors que rien sur le plan législatif en France n'encadre pour le moment l'utilisation de ces cellules souches embryonnaires, puisque là il s'agissait de cellules souches embryonnaires. Remarquez que les communications qui ont lieu sur ce sujet, ce sont toutes des communications qui sont faites à partir d'essais thérapeutiques provenant de cellules souches embryonnaires et non pas adultes. On communique à partir des cellules souches embryonnaires. L'autre maladie, il y en a beaucoup d'autres, hein, je n'en cite plus qu'une pour ne pas vous indisposer, mais l'autre maladie ciblée par ce type d'approche, c'est le diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète insuliné, qui est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que l'organisme, comme dans la sclérose en plaques, l'organisme fabrique des auto-anticorps contre une partie de lui-même. Pour des raisons qui restent encore mystérieuses, l'organisme développe des anticorps qui vont, alors que les anticorps normalement sont faits pour s'attaquer à une structure étrangère, on vient de le dire, eh bien, dans les maladies auto-immunes, les anticorps s'attaquent à une partie de l'organisme, à un tissu propre de l'organisme. C'est le cas dans la sclérose en plaques, c'est le cas dans la polyarthrite rhumatoïde, une maladie rhumatismale très invalidante, et c'est le cas aussi dans le diabète de l'enfant, le diabète donc, de type 1, le diabète insuliné, ces enfants donc, qui, à l'âge de 7, 8, 10, 12 ans, donc, se retrouvent avec un diabète donc, insuliné par défaut des cellules qui produisent l'insuline. Et ces cellules sont autodétruites par ces anticorps auto-immuns. Donc ces anticorps vont se fixer sur les cellules du pancréas qui produisent l'insuline et les détruire. Ce qui fait que l'individu progressivement se retrouve sans insuline ou avec une sécrétion d'insuline très faible et alors développe un diabète. Actuellement, la seule chance de traitement de ces enfants, c'est qu'ils sont simplement insulinés à vie, bien entendu, à vie. Donc ici, eh bien, donc cette société donc, de biotechnologie canadienne, d'Amérique du Nord, elle vient du Canada, qui s'appelle donc Viasite, eh bien, a communiqué pour dire qu'elle utilisait avec succès des cellules du pancréas, productrices d'insuline, obtenues à partir de cellules souches, là encore, embryonnaires. Donc, ceci veut dire que profitant donc du vide juridique, donc, eh bien, de très nombreux essais cliniques en cours sont faits, bien sûr, à partir des cellules embryonnaires et à partir aussi des cellules souches adultes. Il faut être honnête, les cellules souches adultes sont également, parce qu'elles posent beaucoup moins de difficultés sur le plan moral et donc sur le plan législatif ultérieurement, la recherche avec les cellules souches adultes est également donc importante et elle aboutit à de nombreux essais cliniques donc, qui recouvrent des domaines aussi variés que l'arthrose, que les myopathies, que la cardiologie, on en a parlé, donc la neurologie et même les suites d'accidents vasculaires cérébraux, vous voyez, qui sont des pathologies tout à fait invalidantes et aujourd'hui donc sans ressources thérapeutiques. On ne sait pas aujourd'hui reconstituer une cellule nerveuse, une cellule neurologique, une cellule cérébrale détruite. C'est tout à fait impossible. Vous voyez, il n'y a aucun moyen thérapeutique. Donc il y a actuellement donc, des essais pour appliquer l'utilisation de ces cellules souches embryonnaires aux personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux invalidants, par exemple. Le diabète, on en a parlé, bien sûr, et puis même aussi donc, l'hématologie. Donc, ce qui veut dire que les indications de la thérapie cellulaire sont innombrables, presque aussi fréquentes que le nombre
aussi nombreuses que le nombre de maladies dégénératives en médecine, donc, ce qui est important. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, il n'y a aucune difficulté sur le plan moral pour utiliser des cellules souches adultes. Par conséquent, si, donc, ce qu'il ne faut souhaiter à personne, mais ce sont les progrès de la médecine, et nous ne sommes pas évidemment contre le progrès, bien sûr que non. La véritable science a toujours été proche de l'Église et des pensées de l'Église, qui a toujours essayé d'aider la véritable science et la véritable recherche scientifique. On l'a cité tout à l'heure, c'était le rôle du professeur Lejeune, qui était le président de l'Académie pontificale des sciences, avec donc des scientifiques donc de très haut niveau qui sont toujours réunis dans cette Académie pontificale. Donc, par rapport aux cellules souches adultes, leur utilisation ne pose aucun problème moral. Et si donc nous devions un jour être sollicités pour recevoir une thérapie cellulaire, donc une thérapie à base de cellules souches, eh bien donc nous devrions donc exiger que cette thérapie soit une thérapie à base des cellules iPS et exclusivement elles. Parce que bien entendu, vous l'avez remarqué, les cellules souches embryonnaires donc, proviennent d'une destruction en réalité d'embryons. Parce que lorsqu'on prélève quelques cellules sur un embryon qui a moins d'une semaine de vie, c'est-à-dire à un stade, posticellulaire, c'est-à-dire un stade où il y a très peu de cellules, il est évident que ce prélèvement eh bien, donc, élimine le petit être humain déjà constitué, déjà formé. Donc, le prélèvement de cellules souches embryonnaires aboutit à la mort de ces êtres humains. Ils servent simplement, donc, pour le moment, simplement de matériel d'expérience et de matériel utilisé, certes à but thérapeutique, mais au prix, donc bien évidemment, de manipulation d'un être vivant et d'une destruction volontaire d'êtres vivants qu'il est impossible d'accepter. Ceci, l'Église ne l'acceptera jamais. Quels que soient les intérêts des cellules souches embryonnaires donc en application médicale, on ne peut pas accepter donc l'utilisation de cellules souches qui proviennent de petits êtres que l'on a volontairement détruits pour en extraire ces cellules souches. Voilà, je pense que sur cette question, donc là, il n'y a pas besoin d'insister. Les éléments que l'on a cités la dernière fois, donc je vous ai cité assez longuement des extraits de Donum Vitae, l'instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et ces éléments que nous avons cités, bien sûr, s'appliquent identiquement ici. Il s'agit donc de la même problématique et de la même application des principes moraux de l'Église catholique dans une situation comme celle-ci. Nous aurons un petit temps pour les questions dans quelques instants. Pour ne pas vous retarder, je voudrais simplement introduire, et j'aborderai la grande question de la procréation médicalement assistée qui est tellement intéressante à traiter, donc la prochaine fois. Néanmoins, donc, je pense que nous pouvons introduire ce sujet. Ce sujet de la procréation médicalement assistée. Vous savez que dans la pensée de l'Église traitant de ces sujets, eh bien, donc, les documents de l'Église ont traité deux sujets différents. D'une part, le respect des embryons humains, c'est ce que nous venons de faire. Donc, nous avons terminé ce chapitre avec les cellules souches. Et puis ensuite, le deuxième grand chapitre traité par l'Église dans ces documents, ce sont les interventions sur la procréation humaine. Ces interventions sur la procréation humaine qui correspondent bien évidemment au sujet de la procréation médicalement assistée et aussi de la gestation pour autrui. Les interventions sur la procréation humaine sont évidemment qualifiées d'une autre manière. Vous pourrez l'entendre sous le terme de FIV,
ce qui veut dire fécondation in vitro, ou bien encore de grossesse pour autrui, ceci vous le saviez, ou bien encore procréation artificielle. Tous ces termes signifient la même chose. Procréation artificielle, fécondation artificielle, fécondation in vitro, procréation médicalement assistée, tout ceci relève du même mécanisme. Par ces mots de procréation artificielle ou PMA, on entend précisément les diverses procédures techniques qui sont destinées à obtenir une conception humaine d'une manière autre que par l'union physique de l'homme et de la femme. C'est ça, procréation médicalement assistée, procréation artificielle. Je pense que cette définition recouvre bien les différentes techniques qui peuvent être utilisées. Donc on peut retenir la définition suivante: les différentes procédures techniques destinées à obtenir une conception humaine d'une manière autre que l'union physique de l'homme et de la femme. Donc fécondation in vitro, donc ça veut dire que la fécondation d'un ovule en éprouvette est faite par la semence masculine précédemment recueillie. Il y a aussi, qui rentre dans ce cadre de la PMA, il y a aussi ce qu'on appelle l'insémination artificielle, où là il n'y a pas de fécondation in vitro, il y a transfert dans les voies gynécologiques, transfert de la semence masculine recueillie antérieurement. Donc, stricto sensu, l'insémination artificielle rentre donc dans le cadre de la PMA. Avant de vous donner l'appréciation morale de l'Église sur ces techniques, ce sera la prochaine fois, il faut faire néanmoins un bref retour à ce que nous disions la fois dernière au sujet du respect dû à l'embryon humain. Parce que les raisons pour lesquelles l'Église condamne avec une si grande sévérité et de manière définitive toutes les techniques de procréation médicalement assistée, ce n'est pas seulement parce que cette procréation se fait d'une manière extérieure à l'union physique de l'homme et de la femme. Cette question, bien sûr, est importante et nous allons en parler de manière détaillée en utilisant les textes du magistère dès la prochaine fois. Néanmoins, n'oublions pas ce que nous avons dit la dernière fois, voyez, parce que la FIV ou la PMA nécessite évidemment plusieurs choses avant l'implantation elle-même d'un embryon dans les voies gynécologiques. Eh bien, il y a évidemment différents stades antérieurs qui doivent être considérés. Tout d'abord, il y a un traitement préalable donné à la jeune femme pour produire chez elle une surovulation et prélever plusieurs ovules qui seront fécondés et gardés in vitro pendant quelques jours. Habituellement, tous les embryons obtenus in vitro ne sont pas implantés dans la cavité utérine. Certains embryons, qu'on appelle des embryons surnuméraires, vous voyez les très jolis mots que la médecine utilise pour qualifier ces réalités, certains embryons appelés surnuméraires sont donc congelés ou bien détruits après une première sélection qui est fondée sur à la fois l'établissement de leur vitalité et aussi sur l'absence de toute anomalie génétique détectée. C'est-à-dire que les embryons qui vont être réimplantés chez la jeune femme, en réalité, ont passé déjà une sélection. Les biologistes les examinent pour sélectionner ceux qui paraissent avoir
les caractères scientifiques, les caractères cellulaires de la plus grande vitalité. Donc ceux qui pourront avoir le plus de chances de poursuivre la grossesse. Bien évidemment est faite aussi une analyse, on en a parlé la dernière fois, une analyse rigoureuse, au moins avec le niveau de connaissance qu'on a actuellement, pour essayer de dépister toute anomalie génétique présente. Et les embryons, petits êtres humains déjà constitués, qui ne passent pas cette première sélection, eh bien, sont éliminés. Dans le meilleur des cas, ils sont congelés. Si le couple déclare donc avoir éventuellement un autre projet parental, comme on dit, donc pour plus tard, et dans la plupart des cas, ils sont hélas détruits. Sachez aussi que, une fois que ces embryons ont été réimplantés, ont été implantés dans l'utérus de la maman, eh bien, parmi ces embryons implantés, un certain nombre seront sacrifiés. On en avait parlé la dernière fois un petit peu, je crois que vous avez fait cette remarque, je crois, Christophe. Donc, eh bien, je vous donne le terme horrible que l'on utilise en médecine pour indiquer cette opération qui est un avortement en réalité. C'est-à-dire que on a réimplanté 3 ou 4 embryons dans la cavité utérine, et puis ces embryons donc, ont l'air de se développer à peu près tous normalement. Et lorsque le médecin pense que le développement de ces 3 ou 4 embryons en même temps peut représenter un certain risque, il en fait part bien sûr donc, aux parents, ou bien donc, le point de départ peut donc venir des parents eux-mêmes qui indiquent qu'ils veulent bien donc, une grossesse gémellaire, c'est-à-dire donc 2 éventuellement, mais 3 ou 4, donc évidemment non. Alors donc, eh bien, que fait-on? On enlève donc les embryons qui gênent, les embryons qui sont en trop, on les enlève, et ceci s'appelle une réduction embryonnaire. Une réduction embryonnaire, c'est le terme qui est utilisé en médecine pour désigner ce qui est en réalité un avortement. Donc, ces embryons sont éliminés en grande partie selon le désir du couple, qui en veut un ou qui en veut 2 dans le meilleur des cas, et les autres eh bien, donc, sont éliminés. Cette destruction volontaire d'êtres humains, eh bien évidemment, est une pratique abominable qui tombe bien sûr sous le coup des fortes condamnations de l'Église que nous avons rappelées le mois dernier. Donc, la prochaine fois, nous développerons ce thème qui mérite d'être bien compris, voyez, parce que lorsque un jeune couple, vous voyez, donc, et ça peut être le cas bien sûr partout, et notamment chez nous, donc lorsque un jeune couple ne veut pas avoir d'enfant, c'est une souffrance qui est très profonde, vous voyez, et ils ont du mal, vous voyez, donc, à comprendre parfois les arguments de l'Église, notamment sur la question de l'avortement. Je pense que là, ils comprennent, mais pour le deuxième point, qui est en réalité aussi important que le premier, c'est-à-dire donc le fait que la fécondation a lieu en dehors de la relation physique de l'homme et de la femme. Sur ce point-là, vous voyez, il y a beaucoup de difficultés à comprendre la pertinence et la profondeur du raisonnement de l'Église, et il faut que ceci nous le sachions, parce que dans nos relations, nous prêtres, c'est plus fréquent bien sûr, mais vous-même, donc vous pouvez être amenés parfois donc, à rencontrer ce type de situation, et bien évidemment le fait d'avoir compris l'argumentation exacte de l'Église sera bien sûr très utile pour essayer de faire comprendre aux âmes de bonne volonté pourquoi ils ne doivent pas aller plus loin dans leur projet.